Bonsoir, bienvenue à tous. Nous sommes le lundi 9 mai. Je vous donne les titres de votre journal avec cette affaire qui ne sera pas normalement traitée au conseil municipal de ce soir. À Montpellier, elle n'est pas à l'ordre du jour, mais on ne parle que de ça en ville. En tout cas, quartier des Beaux-Arts, l'avenir du terrain de football du Père Prévost. Le rugby avec la qualification, le scooter de Fabien Galtier. La totale, c'était samedi après-midi à Yves-du-Manoir. Il fallait en être. Et puis l'Aglo et l'ADEME ont signé une convention pour réduire les déchets produits dans l'agglomération de Montpellier. Objectif, moins 7% en 5 ans. Et puis notre invité Jean-Michel Reynaud, il est là pour nous parler de l'almanach 2011, du dessin de presse et de la caricature. Voilà, on vous en a fait une petite sélection. On le retrouve en fin de journal. L'histoire est complexe, mais elle mobilise le quartier des Beaux-Arts à Montpellier. Depuis quelques semaines, les habitants connaissent ce bout de terre rouge sur lequel ont joué des générations de petits footballeurs. Le terrain a déjà été amputé d'une partie. C'était en 2004-2005 à l'occasion du passage de la ligne 2 du tramway. Mais ce qu'il en reste devrait faire l'objet d'un programme immobilier. Peut-être, c'est pas sûr. En tout cas, c'est contesté. Explication avec Olivier Roiran. Ils manifestent leur colère, les riverains et les associations de ce petit terrain dans le quartier des Beaux-Arts. Ce stade, c'est le leur, ou plutôt celui du Père Prévost, qui l'avait légué pour en faire un lieu d'éducation sportive pour les enfants du quartier. Seulement voilà, la société qui gère l'héritage du Père Prévost veut profiter de l'échéance d'un bail avec la mairie à l'automne prochain pour vendre à un promoteur immobilier. Pour le plus vieux club de foot de Montpellier, présent ici depuis près de 100 ans, la ville est moralement responsable, même si elle n'est pas propriétaire. La part de la mairie là-dedans, c'est qu'elle n'entretient pas, elle n'a rien fait pour que ce stade reste un équipement public. On a ici un ancien terrain qui a disparu, qui est un terrain vague depuis 6 ans maintenant et qui est destiné probablement à faire aussi une opération immobilière. Nous, ce qu'on demande, c'est que le terrain reste public et accessible aux enfants du quartier parce qu'il y a un potentiel, il y a un besoin. Il y a un club de foot. Il y a le club de foot de Stade Lunaret, mais pas seulement. Il y a aussi des tas de gens qui, dans le quartier, viennent jouer le dimanche. Quand nous, on n'occupe pas le créneau, il y a des tas de gens qui viennent jouer ici. Du côté de la mairie, on explique que le propriétaire n'a pas souhaité renouveler le bail et que l'arrivée du tramway en 2005 a grignoté le terrain, ce qui le rend trop petit pour accueillir des compétitions. Il ne serait donc plus utilisable par les associations et les riverains. C'est un terrain qui n'est pas aux normes. Donc aujourd'hui, nous avons un autre terrain à 300 mètres, c'est le terrain d'Ensam. Nous avons discuté avec le proviseur, nous avons rencontré le recteur. Ce terrain, nous allons l'éclairer. Et donc il y aura un terrain aux normes à 300 mètres du lieu du terrain du Père Prévost. Une solution à un peu plus de 300 mètres tout de même qui ne convainc pas le conseiller général et adjoint à l'urbanisme à Montpellier, Philippe Sorel. Il avait pourtant validé le passage du tramway à cet endroit, mais aujourd'hui, le candidat au municipal de 2014 a une idée très précise sur le sort de ce petit bout de terre rouge. Je crois que nous avons la capacité, ville, de faire des propositions qui peuvent éventuellement être acceptables par les propriétaires et par des échanges de mètres carrés fonciers ou des mètres carrés à bâtir. Je pense qu'on peut, avec une forte volonté politique, arriver à maintenir le stade. Bon, après, la décision appartient au maire. Un stade qui devient donc un enjeu politico-économique. Les riverains et les associations ont fait circuler des pétitions qui auraient déjà recueilli 5000 signatures. La bataille du Père Prévost ne fait que commencer. Et peut-être qu'on en parlera tout de même au conseil municipal ce soir de Montpellier, mais dans l'ordre du jour, il y a notamment le lancement du nouveau Saint-Roch, ce quartier et la nouvelle gare de Montpellier. Autre chose toujours avec la ville de Montpellier qui s'associe demain mardi aux hommages qui seront rendus à François Mitterrand. Demain, c'est le 10 mai. 10 mai 2011, il y a 30 ans, François Mitterrand accédait à la présidence de la République. L'occasion pour le maire de Montpellier, Hélène Mandroux, de poser la première pierre d'un futur groupe scolaire, quartier Malbosque, qui portera le nom de l'ancien président. Et puis, il y aura également l'inauguration d'une exposition dans le hall de la mairie de Montpellier, une exposition sur les différents passages de François Mitterrand, président, à Montpellier, à l'occasion de l'inauguration du Conseil général ou encore d'un sommet franco-espagnol.
La mairie de Saint-Jean-de-Védas en a assez des poids lourds sur la rue Jean-Ben. Cette artère qui relie la ZAC du Mas-de-Grille à la route de Sète connaît un trafic très important, 20 000 véhicules par jour, dont 2 000 gros camions. On en voit quelques échantillons ici. Une fréquentation inadaptée à son revêtement. Du coup, la mairie ne veut pas assumer seule ses investissements. Du coup, bien sûr, elle a décidé de fermer la route à ses poids lourds à partir de 6 h demain matin. On écoute Danielle Gomez, elle est adjointe au maire à Saint-Jean-de-Védas. Fermer la voie totalement va provoquer quand même un grand désordre et ça n'était pas notre intention. Par contre, nous nous insurgeons contre le fait d'avoir à payer, à supporter seul la charge de la réfection de cette voirie. Il faut savoir que ça grève le budget voirie de la commune de manière considérable, puisqu'on a évalué au bas mot à 800 000 € le coût de la restauration de la voirie. On a compris, la mairie Saint-Jean-de-Védas veut partager les frais et on se rendra demain matin pour voir l'impact de cette interdiction. Il ne devrait en coûter, dans tous les cas, 22 € pour les camions récalcitrants. On reste sur la route avec ce terrible bilan ce week-end. 3 morts et 2 blessés graves en 4 accidents dans le département de l'Hérault. Le ministre de l'Intérieur a parlé de relâchement du côté des conducteurs. Il a également évoqué des contrôles renforcés, mais apparemment rien n'y fait. Le message a bien du mal à passer auprès des conducteurs. Nous poserons à nouveau toutes les questions concernant la sécurité routière. Ce sera mercredi 18h30, donc on en parle. Réduire la quantité d'ordures ménagères, c'est le défi lancé aux citoyens que nous sommes, mais également aux collectivités. Nous jetons beaucoup, nous ne trions pas assez et la gestion de l'ensemble de la filière nous coûte très cher en finances comme en impact environnemental. L'agglomération de Montpellier veut aller plus loin avec un partenariat signé aujourd'hui avec l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Jean Brun. En signant cette convention avec l'ADEME, l'agglomération de Montpellier s'engage à réduire les quantités d'ordures ménagères produites sur son territoire d'au moins 7% en 5 ans. Pour nous, c'est symbolique, d'une part parce que c'est la plus grosse agglomération de la région, et d'autre part parce que concrètement, ça fera un pourcentage de population qui sera concerné très important. Et on espère bien que ça donnera l'exemple à toutes les autres collectivités qui devront y venir. La mise en place de ce programme local de prévention des déchets permettra à l'agglomération de bénéficier d'une aide de plus de 400 000 € par an, mais représente surtout une réponse à une véritable urgence. Aujourd'hui encore, le département de l'Hérault exporte toujours 200 000 tonnes de déchets chaque année. Les départements voisins sont conciliants, c'est-à-dire qu'ils acceptent nos déchets, mais on a des signaux d'alarme qui commencent à s'allumer. Dans les Bouches-du-Rhône, où le préfet envisage de prendre un arrêté pour interdire à partir de 2012 les importations de déchets en provenance d'autres départements. Dans les Pyrénées-Orientales également, où nous sommes en train de négocier avec la préfecture pour pouvoir continuer à envoyer nos déchets. Donc il est urgent d'acquérir une autonomie totale qui d'ailleurs est prévue par le Grenelle de l'environnement. Dans l'agglomération, la production de déchets semble stabilisée autour de 240 000 tonnes annuelles, malgré l'augmentation régulière de la population. C'est donc par l'éducation que passera l'engagement de réduction des déchets. Ça passe par l'investissement de tout le monde, de l'agglo, des collectivités et des habitants de l'agglomération. Il est certain nous qu'on sommes ne donc peut pas encore faire au tout début seul d'une vraie démarche éducative sans la volonté manifestée des habitants de réduire eux-mêmes leurs déchets. Tout d'abord de les trier, ensuite de les réduire en fonction des directives que l'on va donner. Nous sommes donc face à une alternative, apprendre à trier ou prendre le risque de revenir à des solutions beaucoup plus archaïques. Attention, si vous devez prendre le train à partir de ce soir 20h, un préavis de grève a été déposé à la SNCF. Je ne vous donne pas les prévisions de trafic, impossible de les avoir ce soir. Renseignez-vous, 0800 886 091 ou bien sûr le site internet. Elle est critiquée, raillée parfois, mais elle est tellement nécessaire et puis elle donne des perspectives d'échange à de nombreux jeunes. C'est l'Europe dont on fête la journée, aujourd'hui 9 mai. Une journée sous le signe du volontariat, rencontre avec des jeunes volontaires et européens par 2 jeunes européens courageux, Nouria Casacuberta et Romain Bassac. Une Europe unie, vous en rêviez ?
eux, se sont déjà mis à la tâche. La jeunesse européenne œuvre sur la base du volontariat et du bénévolat à dissiper les frontières encore trop présentes sur notre vieux continent. L'Europe est quand même assez mal vue par bon nombre de citoyens et de citoyennes. Mais il faut aussi souligner ce qui est positif, ce qui permet de créer de la cohésion entre nos pays européens, de solidarité. Ouverture, intégration, échange, l'idée est d'établir une correspondance entre pays européens via de jeunes actifs désireux de partager leur activité avec leurs voisins. Je fais partie des différents ateliers qui proposent mon organisation. C'est l'accompagnement scolaire, c'est l'atelier linguistique. Je participe aussi au centre de loisirs avec des enfants. Je suis contente parce que j'aime beaucoup la France et c'est pour ça que je suis venue, pour connaître mieux la culture française. En plus, les villes, même la petite ville que Ganges, c'est très joli. J'aime beaucoup ça, ce que je fais, les collègues. Cette démarche rassemble les peuples européens qui, fatigués de cette crise économique, se divisent toujours un peu plus. C'est faire venir des personnes des pays européens en France et que des Français puissent aller aussi dans les pays européens de façon à ce qu'ils puissent mieux se connaître, mieux connaître les coutumes et la culture. Parce que quand on connaît bien une culture, on n'en a pas peur et donc c'est beaucoup plus facile après de faire des échanges. Une tâche loin d'être simple, qu'assume une jeunesse heureusement entreprenante. Et c'était le match de rugby à ne pas rater cette saison. D'ailleurs, le stade du Manoir était parfaitement plein. Il faut être clair, ils n'étaient pas bien nombreux, ceux qui croyaient encore réellement aux chances du MHR de se qualifier en phase finale de ce championnat de France de rugby. Les joueurs, eux, ont bien fait d'y croire. Du coup, à la fin du match, énormément d'émotions, pas d'émission. L'émission, c'est ce soir. Et puis de l'émotion, de la fête, du scooter. Marlène Mec y était. Champion de France, non, du moins pas encore, mais Fabien Galtier a raison. Samedi à Yves du Manoir, l'ambiance était digne d'une finale. C'est magnifique, c'est historique, c'est génial, merci. C'est énorme aujourd'hui. Pour jouer devant tous les supporters comme ça, c'est un plaisir. C'est vraiment beau. Hein, et, je ne peux pas parler, mais tellement de joie, tellement d'années où le club revient de ça et arriver à bout et sur un match en plus capital à qui tout double et faire un exploit, s'emmerder toute la saison à batailler sur un match après et se faire des frayeurs. Et, on est allé chercher au fond de nous-mêmes avec une grosse volonté. Et, voilà, franchement, c'est la vie du club. Et sentir qu'on se libère sur ça, c'est une immense joie et je pense qu'on va fêter ça dignement. Il faut dire que le MHR s'était rendu la tâche difficile. Après 3 défaites, il fallait battre Toulon pour décrocher un ticket pour les barrages et conserver le scooter que Fabien Galtier avait parié sur cette qualification. Et c'est maintenant que l'histoire commence vraiment avec les phases finales de Top 14, bien sûr, mais surtout la première entrée du MHR dans la cour des grands clubs européens. Mais loin de penser Brennus et H-Cup, samedi, la paire de coachs était, comment dire, plutôt émue. Je suis ému, c'est tout. Je suis ému. C'était magnifique. Magnifique. Ouais, on peut parler d'exploit. Ouais, c'était vraiment bien. C'était très émouvant en plus. Je suis très ému. C'est une excellente saison. Elle peut devenir fabuleuse. Voilà. Réponse ce week-end, Montpellier se rend à Castres pour ce quart de finale de Top 14 tant espéré. Émus donc ils étaient, et puis ambitieux encore, hein, on l'a vu dans la phrase, la réponse d'Éric Béchu. Allez, ils étaient émus également et amoureux sans doute d'opéra, près de 2000 à se rendre à l'Opéra Comédie ce samedi et ce dimanche pour l'opération Tous à l'Opéra qui revêtait un caractère particulier à Montpellier puisque l'opéra est en pleine réfection. Marlène Mec a apprécié la visite. Parcours sécurisé, casque vissé sur la tête cette année. Les portes ouvertes de l'Opéra Comédie ont des allures de visite de chantier. Là, vous êtes dans l'espace vraiment scénique. Du sol à la toiture, il y a 34 mètres de hauteur. Pour vous donner une échelle, la porte qui est ici, la porte marron avec la barre grise, c'est une porte à taille humaine.
Et c'était la porte d'accès du plateau. C'est vraiment impressionnant, il y a 34 mètres, 3 étages en dessous de là où c'était au départ. Non, c'est... Impressionnant, depuis le début des travaux en août 2010, toute l'arrière-scène a été déconstruite et décaissée. Des travaux de démolition qui ont laissé apparaître quelques surprises. Il a été trouvé en décaissant des ruines de la commune Clôture. Voilà, donc on voit une partie de la maçonnerie qui est ici. Ah d'accord. Et donc il y a une autre partie à droite de ce côté-là, qui en fait c'était pas simplement un mur, c'était une porte. Des éléments de l'ancien mur d'enceinte de Montpellier qui seront conservés en partie. Et pendant que les visiteurs arpentent les couloirs et les escaliers de l'opéra pour voir ce trou béant sous tous les angles, un violon les accompagne, comme pour rappeler que ce lieu est avant tout chargé d'histoire musicale. C'est un lieu absolument extraordinaire. Je ne l'avais jamais vu dans un tel état. Il y a 20 ans, quand j'ai passé le concours à l'Orchestre National de Montpellier, j'ai joué Bach dans la salle, dans la grande salle. Donc pour moi, c'était un peu avec un petit pincement au cœur que j'avais envie de jouer Bach, un petit hommage à l'ancienne opéra. Après la phase de démolition, l'heure est maintenant à la reconstruction à l'Opéra Comédie. Sa réouverture est prévue en été 2012. Et samedi prochain, il y aura une nouvelle invitation à la culture avec la nuit des musées dans à peu près tous les musées de France. Là aussi, il y avait le Noailles Billetes, c'était hier dimanche pour la clôture de la Feria de la Mer à Palavas. Le bétail de Robert Marget proposé aux 3 maestros de français, Sébastien Castella, Juan Bautista et le maître des maîtres, El Rouli, a été particulièrement compliqué et au final, ce sont plutôt les Français qui ont triomphé. Christophe Chez et Olivier Michel. À nouveau, c'est à 11h du matin, un horaire inhabituel, que les aficionados de course camarguaise avaient rendez-vous ce dimanche dans le cadre de la Feria de Palavas. Avec un public encore plus nombreux que la semaine précédente, tous les lève-taux de ce dimanche 8 mai n'ont pas regretté leur venue. De bout en bout, la qualité des taureaux présentés et l'investissement des raseteurs ont été à la hauteur de l'événement. En première partie, le second, sans doute le taureau de la journée, Alésien de Brio, a été éblouissant tout au long de ces 15 minutes de course. D'un placement sans faille, mais aussi capable de très grosses actions aux planches, Alésien a donné le ton de cet après-midi. Plus alerte d'ordinaire à taper aux planches après les gauchers, il fut en ce jour aussi bon avec les droitiers. Bien que les hommes ne lui firent aucun cadeau, le Biao s'est battu de bout en bout pour livrer peut-être le meilleur quart d'heure de sa carrière. En seconde partie, Mathis Delotier sera largement en dessous de sa réputation. Toutefois, mais de manière épisodique, de très grosses actions aux planches sont accréditées pour l'ancien Biodor. Le taureau de cette deuxième partie est sans nul doute celui qu'on attendait suite à sa brillante sortie il y a un mois dans les arènes de Vauvert. Rodin des Baumelles livre un quart d'heure de cocardier de très grande qualité. Placé, observateur, mais toutefois peut-être un peu moins rapide que d'habitude, Rodin a réussi avec l'aide des raseteurs à créer un superbe balai. De la grande bravoure chez ce taureau et de la classe naturelle chez les raseteurs qui surent en utiliser tout le potentiel. Voilà ce qui aura permis de livrer une partition splendide. C'est ainsi, tout naturellement, que le président de course décerna un carmen général pour l'ensemble des cocardiers de cette journée et le travail sans faille des tenues blanches. À nouveau, en cette année 2011, Palavas aura réussi à marquer de son empreinte la saison taurine. Avant la corrida de l'après-midi, ceux qui se sont levés tôt pour cette course matinale et assisté à l'autre tauromachie de notre région ont vraiment eu raison. Voilà, vous l'avez compris, on a eu droit au sujet sur la course camarguaise et c'était au moins aussi spectaculaire. Et on retrouvera le sujet sur la corrida de l'après-midi pour le journal de demain. Allez, on passe à toute autre chose. C'est toujours une certaine forme de corrida, mais c'est le dessin de presse et la caricature. Voilà, vous le voyez à l'image, avec Jean-Michel Reynaud, qui n'est pas l'auteur de tout ça, mais qui est bien le compilateur de tout ça. Comment ça fonctionne, cet almanach ? Comment ça fonctionne? En fait, on est 174 là, dessinateurs de presse français, donc c'est quasiment l'ensemble de la grande famille du dessin de presse qui se réunit donc tous les ans pour refaire une sorte de petite synthèse de l'année à travers les meilleurs dessins
réalisés par les uns et les autres. Voilà. J'ai quelques dessins à moi aussi dedans, mais sur les 1000, évidemment. Alors du coup, on a une petite surreprésentation régionale. On a pas mal de Nicolas, on a un peu du Fresh également. Ouais, voilà, c'est vrai qu'on a un peu fait l'actualité. C'était une actualité nationale, donc à travers un sujet régional. Donc je ne pouvais pas passer à côté. Évidemment, il y a on va dire un petit plus malgré tout sur cette édition-là. Alors le choix, c'est purement subjectif ou est-ce qu'il y a des dessins qui finalement s'imposent au cours de l'année? Le choix va sur la pertinence. Donc la pertinence, c'est pas forcément la qualité graphique du dessin, c'est aussi le regard du dessinateur sur l'actualité. C'est du journalisme, le dessin de presse. C'est pas un art innocent du tout. Là, on reprend l'actualité, on lui donne un deuxième degré souvent pour le dédramatiser un petit peu l'actualité, puis pour donner un petit peu une note gaie dans l'information et dans le. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Carla Bruni, là? Comment? Qu'est-ce qu'elle nous dit, Carla Bruni? Alors ça, c'est un dessin de Rousseau. Je ne sais pas, je ne le vois pas d'ici. Ah, quand je pose, eh bien, écoutez, c'est écrit. Quand je pense que Blanche-Neige en avait 7. Bon. D'accord, oui. D'accord. Oui, je ne sais pas si ça lui fera plaisir. C'est pas fait pour faire plaisir. Ce sont des personnalités publiques qui ont... on n'a pas le droit... Depuis Jules Grévy, c'est-à-dire 1882, on n'a plus besoin, on n'a plus l'obligation de demander la permission de nos victimes, entre guillemets, de les railler et de les taquiner, on va dire. Donc c'est jamais vraiment méchant. Voilà, c'est gentil, ça, c'est vraiment pas méchant. Et c'est fait aussi par un deuxième degré. Des fois, quand même, ça tape là où ça fait un peu mal. Parce que là, on joue sur la taille du président de la République, sur l'aspect physique. Parfois, c'est pas forcément le meilleur angle. Pourquoi? Pourquoi? Quelqu'un qui a un gros nez, il a un gros nez. Quelqu'un qui a des petits yeux, les petits yeux. Les grandes oreilles, les grandes oreilles. On n'est pas là pour gommer l'identité des personnes. On est là pour exagérer. On est là pour mettre en scène de façon humoristique. Mais il y a bien d'autres angles, d'autres registres pour se moquer d'un homme au pouvoir. Dans les 1000 dessins, tous les angles sont abordés. C'est ça qui est intéressant dans l'album, c'est que c'est l'ensemble du prisme satirique et du dessin de presse. Il n'y a pas que le côté satirique. Il y a aussi du dessin plus tendre, plus doux, plus artistique peut-être. Il y a comme pour les tremblements de terre, pour le côté volcanique, il y a des degrés de Richter en fait. Donc considérant que peut-être ce qui est publié dans Charlie Hebdo, ce serait du 6 ou 7 sur l'échelle, quoi. Et Mann qui est le dessinateur de Midi Libre, qui serait plutôt dans les 4 ou 5. Voilà. Il y a encore plus bas, il y a tous les registres, c'est ça qui est intéressant. Et le 9, ce serait quoi? Le 9, c'est parfois mes dessins, ça m'arrive. On se lâche des fois. Le problème, c'est quand on se lâche vraiment et qu'on éclate de rire franchement, avec beaucoup de plaisir, de jubilation, ce ne sont pas des dessins qui passent. Oui. Parce que maintenant, il faut que ce soit quand même un peu, au minimum acide, sinon ça fait pas rire. Pas forcément acide, il y a un côté dérangeant. On est là pour ramener du bonheur aussi. On est aussi là pour dégonfler les enflures aussi. On est là pour ramener les gens sur Terre. Les gens qui se la pètent dure, ils montent au créneau, c'est normal, ils prennent des flèches. Les personnalités publiques du bouffon contemporain qui agirait par les personnalités publiques n'ont pas le droit de critiquer un bon mot de Guillon. Non, il n'y a pas. L'erreur est totale de la part de Philippe Val. Il n'a absolument pas à prendre fait et cause pour la victime, entre guillemets. Non. L'humoriste, il est là pour ça. Donc il faut laisser faire son boulot. Et là, il y a un vrai savoir-faire régional. Vous citiez Mann tout à l'heure dans le quotidien régional. Il y a vous, il y a Aurel, par exemple. Oui, mais on oublie que le dessin de presse, c'est un savoir-faire français. Depuis 2 siècles, le dessin de presse, il est vénéré dans le monde entier et on l'oublie. Et dans la région, oui, il y a des représentants de cette profession. Il y a Roland Ours, il y a Aurel, il y a Ramirez, il y a Dadou, on est quand même un certain nombre qui figurent tous dans l'album, évidemment. Mais il n'y a pas que Paris. Là, c'est intéressant dans cet album, c'est que justement, Aurel travaille sur des revues bien visibles, mais Mann est moins connu sur Paris, alors qu'il est hyper connu sur Montpellier. Un type comme Chonu est pas connu en France, alors qu'il travaille sur toute la Bretagne. Donc c'est intéressant que la PQR montre aussi leur talent.
L'almanach du dessin de presse et de la caricature 2011. Alors rassurez-vous, si vous voyez la couverture, il y a à peu près 300 dessins de Sarkozy sur la couverture, mais il n'y a pas que Sarkozy à l'intérieur du livre. Il y a tous les dessinateurs. Hein. Lui, il a droit à tous. Et la préface de Christophe Alévêque, vous m'avez dit, il est candidat à la présidence de la République, Christophe Alévêque. J'ai appris ça, il s'est annoncé candidat. Alors est-ce que c'est une boutade à la pour une primaire parmi les humoristes et dessinateurs de presse, peut-être. De toute façon, le jeu est tellement ouvert que pourquoi pas. Allez, j'en profite, vous êtes là pour citer celui-là. Ça fait aussi beaucoup parler un peu partout dans la presse. Le nom de Dieu, la religion nuit gravement à la santé mentale des peuples. Là, vous lâchez, aucune religion n'y échappe. Voilà. Et c'est vous, ça, hein? C'est pareil, on est en collectif, avec un collectif, pas mal de dessins à moi, mais là on est une soixantaine, dont la moitié étrangers. C'est pour vous rappeler que l'étranger justement regarde de très près la dégradation de notre liberté de rire en France. C'est très très important parce que beaucoup de dessinateurs d'Amérique du Sud notamment, ils m'ont dit mais on veut participer à ce combat contre le retour le fameux délit de blasphème, parce qu'il est vraiment de retour là en France, sans raison précise, sans raison légale, hein, c'est vraiment de l'intimidation. Et nous, vous lâchez également sur l'islam. Ben, bien entendu, bien sûr, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Si c'est rigolo, c'est rigolo. Voilà. Voilà. C'est fait pour ça. Au blasphème revendiqué par Jean-Michel Reynaud. Oui, sauf qu'attention, le livre, les gens qui ont des convictions religieuses ne sont pas obligés d'acheter le livre. Là, c'est un livre qui est fait pour la grande majorité des Français qui sont agnostiques. D'accord? Mais les gens qui ne croient ni en Dieu ni en diable ont aussi le droit de rire de l'escroquerie monstrueuse qu'est la religion en général. Voilà. Donc moi, c'est mon propos, j'ai le droit de le lire, c'est moi qui le dis. Voilà. Mais vous l'avez dit. Je l'ai dit, et le bouquin, il est là pour ces gens, c'est la majorité des Français qui ont envie de rigoler gaiement, franchement, de choses qui paraissent pour eux des imbécilités sans nom. Voilà. Donc on le fait. C'est dit, il ne s'arrête plus. On le fait avec grand plaisir. Nom de Dieu, Dieu au pluriel. Merci Jean-Michel Reynaud et l'almanach du dessin de la presse 2011 et de la caricature. C'était Jean-Michel Reynaud sur ce plateau. Merci à tous d'avoir suivi ce journal. Prochain rendez-vous avec l'information, 12h30 pour le Flash, bien sûr, sur TV Sud. Et puis 19h30, les infos demain soir. Entre-temps, il y aura eu notamment le Festival de Cannes et 18h30. D'ici là, très bonne soirée à tous. Merci de votre fidélité.